Ma vie d'orphelin. Depuis toujours, j'avais cru avoir une famille comme tout le monde, mais une profonde tristesse me faisait sentir comme le vilain petit canard parmi les miens. Cette douleur a trouvé un sens le jour où j'ai découvert que j'étais orphelin, expliquant enfin pourquoi j'avais été traité différemment des autres. Ma vie, marquée par la souffrance et l'isolement, s'est transformée en une quête de bonheur que j'ai finalement réussi à atteindre grâce à une personne spéciale dont la bienveillance a illuminé mon existence. Laissez-moi vous emmener dans le récit poignant de ma vie, de la misère la plus profonde à la joie la plus intense, un voyage du désespoir vers l'espoir et de la solitude à l'amour familial. Mon père et ma mère se sont rencontrés à l'adolescence et c'est là que leur histoire d'amour a commencé. Ma mère, vivant seule avec sa vieille grand-mère, après le décès de son père et l'abandon de sa mère, a trouvé un réconfort inattendu dans cette relation. À 18 ans, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle était perdue. La mort de sa grand-mère l'avait laissée sans repère. Mais mon père, contre l'avis de sa famille, a choisi de l'épouser, déterminé à assumer ses responsabilités malgré le rejet de ses proches. Ensemble, ils ont emménagé dans un petit appartement, mon père travaillant dur comme cariste pour subvenir à leurs besoins. Cependant, un jour, en rentrant du travail, il a eu un accident fatal. Ma mère s'est alors retrouvée seule, enceinte et sur le point d'accoucher, plongée dans une détresse indescriptible. Le jour de mon arrivée au monde, ce fut la voisine de ma mère qui appela une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Elle me donna naissance et me nomma Adrien. De retour à la maison, encore affaiblie, ma mère peinait à s'occuper de moi, épuisée par mes pleurs incessants. La fatigue et le manque de sommeil la rongeaient. Les économies qu'elle avait fondaient rapidement, rendant le paiement de loyer impossible. Jeune et désemparée, elle se trouvait au bord du désespoir. Une nuit, écrasée par le poids de son chagrin, elle mit fin à ses jours en ingérant des médicaments. Le lendemain, mes pleurs désespérés durant toute la journée alertèrent les voisins qui appelèrent la police. Ils me trouvèrent alors à côté du corps sans vie de ma mère, marquant le début tragique de ma propre histoire. La famille de mon père apprit rapidement le décès tragique de ma mère. Déterminés à ne pas m'abandonner à l'orphelinat, ils se réunirent tous pour déterminer de mon sort. Après de longues discussions, ils tombèrent d'accord. Ce seraient mon oncle et ma tante qui prendraient soin de moi. Avec leurs 2 jeunes fils et une situation financière relativement stable, ils étaient mieux placés que le reste de la famille qui luttait pour boucler les fins de mois. C'est ainsi que, dans cette période de douleur, j'ai été confiée à mon oncle et à ma tante, offrant une lueur d'espoir au milieu du chagrin. J'ai grandi en croyant que mon oncle et ma tante étaient mes parents. Pourtant, en grandissant, je ressentais un douloureux contraste. Je n'étais jamais aimée autant que mes 2 grands frères. Souvent grondée, même lorsque j'étais la victime de leurs coups, c'était moi qui finissais punie. Mes frères portaient des vêtements neufs, tandis que je n'avais que leurs vieux habits. Quand ma mère achetait des friandises ou des glaces, elle les cachait pour les donner en secret à mes frères. Une fois, croyant que j'étais sortie jouer, elle leur donna des bonbons en les pressant de manger vite avant que je ne les voie. Je les entendis et réclamai ma part, mais elle me répondit qu'il n'y en avait plus. À l'âge de 6 ans, lors du réveillon de Noël, épuisée, je m'endormis sur le canapé sans dîner. Personne ne me réveilla ni pour manger, ni pour ouvrir les cadeaux. Je me réveillai en pleine nuit, seule sur le canapé, et en allumant la lumière, je vis que tous les cadeaux avaient été ouverts. Le mien, encore sous le sapin, contenait juste une ancienne petite voiture que mon frère ne voulait plus. Affamée, je me dirigeai vers la chambre de mes parents pour les réveiller. Ma mère m'ordonna de retourner me coucher. Je lui dis que j'avais trop faim pour dormir, mais elle me répondit sèchement que je n'avais qu'à ne pas m'endormir à l'heure du dîner. Cette nuit-là, le ventre vide et le cœur lourd, j'ai dû attendre le matin pour enfin manger. Mes anniversaires étaient insignifiants en comparaison des fêtes somptueuses de mes grands frères. Hormis le gâteau, je ne recevais jamais de cadeaux. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, ma mère commença à me donner des corvées à faire à la maison, tandis que mes frères en étaient exemptés. Mes parents m'interdisaient de discuter leurs ordres, et depuis tout petit,
Je n'avais pas le droit de me plaindre, sous peine de recevoir une tape sur la tête. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents agissaient ainsi envers moi. Pourquoi ils ne m'aimaient pas comme ils aimaient mes frères, ni pourquoi mes frères me détestaient et me frappaient si souvent. Toujours seul, je jouais en isolement constant, m'interrogeant sur la raison de ce traitement injuste et de cette solitude imposée. Vers l'âge de 10 ans, mon père ramena ma grand-mère malade et en fin de vie pour que ma mère, qui ne travaillait pas, s'occupe d'elle. Cependant, c'était presque toujours moi que ma mère envoyait prendre soin de grand-mère. Dès que je rentrais de l'école, elle me donnait des tâches à accomplir. Un après-midi, alors que je finissais mes devoirs, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler et je suis allée dans sa chambre. D'une voix affaiblie, elle me demanda de lui apporter de l'eau car elle avait très soif. Je lui ai alors versé un verre et l'ai aidé à boire. Elle me dit alors: « Adrien, mon garçon, tu es aussi misérable que moi. J'ai des fils et des belles-filles, mais personne ne se préoccupe de moi. J'attends avec souffrance depuis des mois que la maladie m'emporte, mais la mort ne vient toujours pas. Tes parents aussi n'ont pas eu de chance, mais au moins, ils sont morts jeunes et n'ont pas à souffrir comme moi. J'ai l'impression d'être puni tout comme toi, mon garçon. » Je ne comprenais pas pourquoi grand-mère disait cela, alors que mes parents étaient simplement sortis faire des courses. Aurait-il eu un accident? Angoissée, je lui demandais: « Grand-mère, pourquoi dis-tu ça? Papa et maman sont morts? » Elle me confia alors: « Mon garçon, tes parents sont morts quand tu étais encore un tout petit bébé. » Intriguée, je répondis: « Je ne comprends pas. Pourtant, mes parents sont toujours là. » Elle m'expliqua: « Ils ne te diront jamais la vérité. Je te le dis, car je vais bientôt mourir. Depuis que je suis ici, j'ai vu comment tes parents se conduisent avec toi. Ils ne t'aiment pas parce que tu n'es pas leur fils. Ils sont en fait ton oncle et ta tante. Quand tes parents sont morts, ils t'ont recueilli, mais je vois bien qu'ils ne t'aiment vraiment pas. Alors, sois courageux et souviens-toi de devenir quelqu'un de bien. Chacun a un destin sur cette terre. Un jour, tu trouveras le tien. » C'est alors que je réalisais enfin pourquoi je n'étais pas aimée. Cette nuit-là, ma grand-mère est décédée. Après les funérailles, j'ai trouvé le courage de demander à mes parents si ce que grand-mère m'avait révélé sur son lit de mort était vrai. Tremblant d'émotion, j'ai expliqué que grand-mère m'avait dit que je n'étais pas leur fils. Mon père, surpris, m'a demandé si elle m'avait vraiment dit cela. J'ai confirmé, le cœur battant. Ma mère, sans détour, a alors déclaré: « C'est vrai, tu n'es pas notre fils. Nous n'avions jamais voulu de toi. Nous avions déjà nos 2 fils. Pour nous, tu n'es qu'une autre bouche à nourrir, mais la famille a insisté pour que ce soit nous qui te recueillons. » Submergée par la douleur, j'ai demandé: « Est-ce pour ça que vous ne m'aimez pas ?» Furieuse, ma mère m'a donné une tape sur la tête, et les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Mon père, essayant de minimiser la situation, a dit: « Ne pense plus à ce que les autres peuvent dire. Dis-toi que tu vis avec nous, donc c'est comme si tu étais notre fils. » Ces mots, loin de me réconforter, ont confirmé le fossé émotionnel qui nous séparait. Depuis ce jour, je suis devenue encore plus détestée et isolée au sein de la famille, me transformant en garçon à tout faire dans la maison. À l'âge de 15 ans, je commençais à m'intéresser aux filles, et avec quelques amis, nous nous promenions après l'école avec des camarades de classe. Ma mère, remarquant mon absence croissante à la maison, a commencé à me sermonner, me rappelant cruellement que j'étais orphelin et que je n'avais pas intérêt à ramener des ennuis à la maison. Pour eux, tout ce que je faisais était mal. La tension était insupportable et la douleur de vivre ainsi devenait écrasante. Alors, à mes 18 ans, j'ai pris la décision de partir. J'avais un camarade de lycée qui connaissait bien ma situation difficile. Sa famille, aisée et bienveillante, cherchait une fille au père pour les accompagner à l'étranger et s'occuper de son jeune frère et de sa petite sœur. Un jour, il m'a demandé si cela m'intéressait et si je voulais partir avec eux.
L'opportunité de m'échapper de mon quotidien oppressant était trop tentante pour la refuser. Alors, j'ai accepté sans hésitation. Après avoir parlé à ses parents, ils m'ont engagé pour le poste et m'ont même offert le billet d'avion. Sans un mot à mes parents, je suis partie, emportant avec moi l'espoir d'un nouveau départ et la promesse d'une vie meilleure. J'ai travaillé comme au pair chez cette famille bienveillante pendant 2 ans. Pendant mon séjour, j'ai rencontré un de leurs amis, Edward, qui, touché par mon histoire, s'est pris d'affection pour moi. Apprenant que je n'avais nulle part où aller, il m'a proposé de revenir en France avec lui pour travailler à ses côtés. J'ai alors accepté avec gratitude. De retour en France, Edward m'a présenté à sa femme et à ses enfants. Il m'a dit, avec une sincérité émouvante, « Adrien, je sais à quel point tu as été misérable et malheureux. Je veux que tu saches que, quoi qu'il en soit, tu n'as pas de famille. Alors, considère-nous comme ta famille. Je te vois comme un fils, alors considère-nous comme tes parents. Si à l'avenir, il y a des tensions, si parfois nous te sermonnons lorsque tu fais des erreurs, ne nous en veux pas. Nous voulons juste te guider sur la bonne voie, comme nous le faisons pour nos enfants. Ne pense surtout pas que nous ne t'aimons pas. Quand tu feras des choses bien, nous te féliciterons aussi. Je sais que tu es déjà un adulte, mais je préfère te prévenir et je te sermonnerai comme je le fais pour mes enfants. » Les larmes aux yeux, j'ai répondu, « Edward, je te suis profondément reconnaissant de m'accueillir alors que je n'avais nulle part où aller. Sermonne-moi si je commets des erreurs. Toute ma vie, personne ne m'a jamais guidée. On me sermonnait beaucoup, mais par haine, et non pour m'apprendre des choses. Je n'ai jamais eu de vrais parents pour m'éduquer et me montrer le chemin à suivre. Même si je suis adulte, je ne connais pas grand-chose. Apprenez-moi, je suis prêt à apprendre. » Edward m'a alors aidé à décrocher un emploi dans l'entreprise où il travaillait. Pour la première fois de ma vie, je me sentais acceptée au sein d'un foyer aimant. Edward et sa femme me traitaient véritablement comme l'un de leurs fils, me donnant un sentiment d'appartenance et de chaleur familiale que je n'avais jamais connu auparavant. Plus tard, j'ai rencontré une jeune femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Après plus d'1 an de relation, elle était impatiente de vivre avec moi. Cependant, je n'osais pas la demander en mariage, car étant orphelin sans famille, je ne pouvais pas lui offrir le grand mariage dont elle rêvait. J'étais désespéré et anxieux. Un soir, Edward, remarquant mon trouble depuis quelque temps, m'a dit « Adrien, ça fait déjà un moment que tu sors avec ta copine. Ne voudrais-tu pas te marier? Rien qu'en te regardant, je sais que tu t'inquiètes pour ça. Mais ne t'en fais pas, je suis là. Fais ta demande et ne t'inquiète de rien. » J'étais stupéfait, car je n'avais jamais parlé de ma copine à Edward. Les larmes aux yeux, je me suis mis à genoux pour le remercier. Il m'a relevé en disant que je n'avais pas à le remercier, que j'étais son fils et qu'il m'aiderait pour le mariage. Sa femme m'a alors dit de ne pas hésiter, qu'ils étaient là pour me soutenir. J'ai alors demandé ma copine en mariage et elle a accepté avec joie. La famille d'Edward m'a soutenu de tout cœur, m'aidant pour chaque détail, surtout financièrement. Edward a tenu à payer une grande partie des frais de notre mariage. Lorsque j'ai insisté pour le rembourser, il m'a dit que c'était son cadeau de mariage et que je n'avais pas à le rembourser. Son seul souhait était que je sois heureux, m'encourageant à travailler dur pour subvenir aux besoins de ma femme et de nos futurs enfants. Après le mariage, j'ai trouvé un petit appartement pour ma femme et moi. Edward et sa femme sont venus nous aider à emménager, nous offrant de la vaisselle pour notre nouvelle vie de couple. Avant de rentrer chez eux, Edward a pris ma femme à part et lui a dit « Tu es maintenant notre belle-fille. Vous allez vivre ensemble, et ce ne sera plus comme avant lorsque Adrien vivait avec nous. Vous devez vous entraider, car nous ne pourrons pas toujours être là pour vous. Mais surtout, aime notre fils. Adrien est un orphelin, et il a vécu une vie misérable, mais c'est quelqu'un de bienveillant et très compréhensif. Tu as sûrement grandi entouré d'amour, mais pour Adrien, ce n'est pas le cas. Il ne connaît pas cela, et peut vite déprimer. Fais en sorte de ne jamais le vexer ou le rendre triste. Vous devez vous aimer et vous soutenir mutuellement pour réussir votre vie. » Ma femme a alors remercié Edward pour ses paroles et a promis de faire en sorte que notre couple marche. Ces mots ont touché nos cœurs
nous donnant la force et la détermination nécessaires pour bâtir un avenir heureux ensemble. Ma femme et moi avons travaillé dur pendant 4 ans, jusqu'à ce que notre situation soit stable. Puis, nous avons décidé d'avoir des enfants. Édouard et sa femme, toujours présents comme des parents aimants, gardaient nos enfants avec joie. Pour les remercier de leur amour et de leur soutien, ma femme et moi avons décidé d'organiser un grand repas en leur honneur. Après ce repas, notre chance a semblé tourner en notre faveur. Tout ce que nous entreprenions réussissait, et petit à petit, nous avons construit notre fortune en nous lançant dans diverses affaires. Nous avons alors reconstruit notre maison et en signe de gratitude, offert une maison à Edward et à sa femme pour leurs vieux jours, en plus de leur payer des voyages. Nous aidions aussi financièrement les enfants d'Edward lorsqu'ils en avaient besoin. Un jour, Edward m'a dit « Adrien, j'ai toujours su que tu étais quelqu'un de bien. Les personnes au grand cœur comme toi sont toujours récompensées un jour ou l'autre. Maintenant, je suis sûre que tout ira bien pour toi. » Ému, je lui ai répondu que c'était grâce à lui si j'avais réussi ma vie. Mais Edward, humble, m'a dit qu'il m'avait seulement donné un coup de main et que c'était moi qui avais accompli cette réussite. Ces paroles ont renforcé mon sentiment de gratitude et d'accomplissement, me rappelant combien le soutien et l'amour peuvent transformer une vie. Aujourd'hui, Edward est âgé et souffre parfois de perte de mémoire, si bien qu'il lui arrive de ne pas me reconnaître. Edward a été mon inspiration, celui qui m'a aimé inconditionnellement. Si je raconte mon histoire, c'est pour qu'il puisse l'entendre et se rappeler à quel point il a compté pour moi. Edward, je te remercie du fond du cœur. Ta générosité et ton grand cœur t'ont poussé à m'accueillir comme un fils. Tu m'as aidé tout au long de ma vie et je ne l'oublierai jamais. Je t'aime et te suis immensément reconnaissant. Même si je n'avais pas de parents, le ciel t'a mis sur ma route pour que tu deviennes ce parent dont j'avais tant besoin. Ces mots sont le reflet de l'amour et de la gratitude que je ressens pour Edward, qui a changé ma vie par sa bienveillance et son soutien indéfectible.